Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, je vous le disais tout à l'heure, avant les informations, nous recevons deux invités dans le studio de la matinale de Bretagne 5. Marie-Josée Noailles, bonjour. Bonjour. Et Françoise Valli. Alors Françoise Bonjour. Valli, bonjour. Vous êtes coprésidente de Cajma 22, de l'association Cajma 22, qui vient en aide aux jeunes migrants. On va en parler évidemment. Je voulais ajouter que Marie-Josée Noailles est bénévole dans cette association. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes là ce matin car sort un très beau livre, un très bel ouvrage aux Archives dormantes. Alors quand je dis le livre sort, ce sera chose faite le 19 décembre. Livre qui donne la parole avec ce titre d'une rive à l'autre, paroles de jeunes migrants et de leurs accueillants. Je pose la question à vous deux. Comment est née l'idée de ce livre ? En fait, c'est l'idée de l'autre coprésidente, qui s'appelle Claire Debarassé. Il y a tout juste un an, c'est elle qui a eu cette idée de donner la parole aussi bien aux accueillants que aux jeunes. Et puis après, alors le temps de mettre en route, en fait, ça a été très très rapide. Et tous ces gens-là ont accepté de témoigner, chacun à leur manière. Et puis voilà, les mois ont passé. Et puis là, dans les toutes dernières semaines, là, même des élus, même des gens à responsabilité public, donc, ont eu envie de témoigner. Voilà. C'était important de collecter les paroles. Qui veut répondre Ah oui, quand on voit la Noailles. quantité d'articles qu'on nous a donnés, tout le monde avait envie d'écrire son petit truc. Alors écrire sa joie, son bonheur, sa déception parfois aussi. Et puis pour les jeunes, exprimer leurs rêves avec leurs mots, avec leur façon de s'exprimer. Parfois ce sont des contes, des nouvelles, des poèmes. C'est très varié. Et c'est ça qui fait l'originalité de ce livre, en fait. Françoise Valli, comment elle a été collectée, cette parole ? Donc Claire, qui a lancé le projet, avait déjà préparé, on va dire, une sorte de plan du livre avec des questions un peu générales, des thèmes généraux. Si bien qu'elle suggérait aux gens, voilà, si vous avez envie d'écrire quelque chose de votre vécu, soit avec le jeune que vous avez accueilli, soit toi le jeune avec la famille qui t'a accueilli, ou par exemple, est-ce que tu as envie de parler, donc, comme tu disais Marie-Jo, de tes rêves. Je pense que les choses douloureuses, je parle en particulier des jeunes, là, les choses douloureuses, ça a été un petit peu abordé, mais on a fait attention. On n'était pas là pour faire... donner du drame. Voilà, on était là pour du concret, pour raconter la rencontre entre les gens. Alors j'allais y venir à vous. Vous m'avez devancé, c'est très bien, Françoise Valli. Cette rencontre, c'est toujours quelque chose d'important, parce qu'on imagine les jeunes qui sont déracinés, qui viennent d'un autre pays, qui n'ont pas forcément notre langue. Donc voilà, il y a beaucoup de cheminement à faire. Cette rencontre, c'est un point important. On la retrouve, cette rencontre, dans le livre ? Ah oui, par les expériences d'accueil à domicile, puisqu'en fait les jeunes se retrouvent directement confrontés à notre vie ici, et c'est souvent un choc de culture qui parfois est amusant, parfois irritant. Enfin, toutes ces expériences pointent un petit peu dans les différents articles, et les jeunes obligatoirement ont comme repère ce qu'ils ont vécu dans leur pays. Bon, effectivement, sont discrets souvent sur les choses douloureuses de leur voyage, parce que ça, ce sont les étapes les plus difficiles. Mais on est heureux de sentir
que à travers toutes ces différences culturelles, en fait, c'est surtout l'humanité, l'humain qui ressort et ces belles expériences qui sont de belles histoires. Alors ces belles histoires, on en parle dans ce livre, mais il y a aussi la réalité du terrain. Je me tourne encore vers vous, Françoise Valli. La réalité du terrain, c'est pas forcément toujours rose. Non, non, non. Parce que, d'abord, ils arrivent avec beaucoup d'espoir, hein, avec cette idée que la France est un pays d'accueil et où, allez, en principe, tout est facile. Et en réalité, quand ils arrivent, ils se heurtent à des démarches administratives très strictes. Et cette administration ne fait pas de cadeaux. Aucun. Il n'y a pas d'humanité finalement. J'ai envie de dire oui quand même. Oui. Quand même. Mais il y a une réglementation. Et cette réglementation-là ne fait pas de cadeaux. Par exemple, pour être reconnu mineur, puisque nous, vraiment, on aide les mineurs, ils doivent le prouver. Comment le prouver? Eh bien, avec des documents d'état civil. Quand on sait comment sont écrits, enregistrés, conservés ces documents-là dans ces pays où il y a ou des inondations, ou des conflits armés, où il y a... pas encore, hein, d'informatique et de matériel... comme nous, on peut avoir, avec des personnels au pays, là, qui, ma foi, j'ai mis mon tampon un peu pas tout à fait à la bonne place ou je sais pas quoi. C'est très aléatoire finalement. Voilà. Et par contre, quand il présente ce document avec ce tampon pas très bien placé, là non, ça passe pas ici. Hein. Alors comment ça se passe? Comment prouver qu'on est mineur finalement aujourd'hui? Eh bien, le fameux document qui n'est pas correct, on va dire, pour l'administration française, eh bien, nous, on aide le jeune à motiver la famille ou les amis pour qu'ils en renvoient un autre, cette fois-là, correct. Parce qu'on a parlé de tests au niveau des os, des Alors, choses les tests osseux, normalement, ça s'est abandonné, et heureusement, puisque ce n'est pas du tout reconnu par la médecine, hein, ça n'a aucune valeur légale. Donc, heureusement, en tout cas, dans notre région, ça ne se fait plus. Et voilà. Donc, c'est vraiment les documents administratifs, hein, qui prouvent. Alors, la CAJMA, on va en dire un petit peu. Le CAJMA, si on prend la terminologie, puisque c'est un collectif, mais c'est une association. Françoise Valli, le CAJMA, c'est né comment? De quelle volonté? Et comment ça s'est mis en place, en quelques mots? Alors, donc, c'était il y a tout juste 3 ans. On a su... Enfin, il a été dit, hein, les bruits dans les rues de Saint-Brieuc, que 6 mineurs allaient être exclus donc de cette administration française, donc on va dire dirigée par donc le conseil départemental, un service d'aide sociale à l'enfance. 6 mineurs allaient être exclus du service puisqu'ils étaient pris en charge. Et là, voilà, juste avant les vacances de Noël. Des gens voilà, qui ne se connaissaient pas se sont réunis. Voilà, ça a été un peu le hasard. Et une solution a été trouvée pour les 2 semaines de vacances de Noël. Et il fallait trouver une solution pour la reprise en janvier. Et en fait, ça a été très très rapide. Ils étaient 6. Donc il y a 3 familles qui ont proposé de les garder 2 chacune. En se disant, ben voilà, c'est du provisoire.
voilà, enfin, au moins, il reste pas dans les rues. Voilà, et ça ne va pas durer. Sauf que la semaine suivante, il y en avait 2 autres, et la semaine suivante, encore 2 autres, et voilà, et ça a continué. Et en réalité, ces familles-là, qui avaient dans leur liste de contacts de la famille, des voisins, des amis, ont parlé. Et ce réseau de familles d'accueil s'est développé comme ça, un peu, voilà, comme ça. On va dire comme ça, simplement, sans faire de tapage, voilà, tout simplement. Belle illustration, finalement, de l'initiative citoyenne. Voilà, c'est ça. Et puis les jeunes, donc 2017, il y a eu donc, ce réseau s'est occupé de 17 jeunes. 2018, 50. 2019, on était à 75. Cette année, on est à 115. Et le nombre des familles a été proportionnel, c'est-à-dire que maintenant on a environ 200 familles et on a 2 associations qui se sont créées, qui sont, j'ai envie de dire, nos bébés. C'est donc Mescage du côté de Penvédan et Kengred à côté de Guingamp, de l'autre côté de Guingamp, aussi m'entendait. Plougonvert. Plougonvert, d'accord. Voilà. Alors, justement, le fait que de nombreux jeunes arrivent, alors ça devient aussi un enjeu politique. Alors, on ne va pas parler de politique politicienne ce matin au micro de la matinale, mais voilà, il y a aussi cette réticence face à ces jeunes. On ne les connaît pas. Souvent, les gens ont des craintes, ont des peurs. Comment des collectifs, des associations comme les vôtres peuvent justement enlever ces peurs, dire voilà, ce sont des jeunes, ils arrivent, il faut en faire quelque chose, on ne peut pas les renvoyer. Voilà. Comment vous travaillez sur le terrain pour aussi avoir cette approche par rapport au regard des autres finalement? Extérieur. Ça se fait en fait très simplement. Comme les jeunes vivent avec nous, ils participent à nos activités. On invite. Alors évidemment, là, la période du confinement est un peu spéciale, mais on est invité chez les copains. Et ils viennent avec nous et tout le monde s'habitue à les voir avec nous. Et les gens les voient dans leur quotidien, dans notre quotidien. Et puis un jour, on dit, écoute, là, on coince un petit peu, on doit s'absenter ce week-end. Tu voudrais pas nous aider? Et hop, le copain va ouvrir sa porte, lui. Il n'imaginait pas un jour le faire, parce que entre la démarche intellectuelle et puis le faire réellement, c'est encore autre chose. Et puis ça se fait comme ça. Et finalement, on se retrouve à étendre notre petit réseau. Et puis nous-mêmes, tout simplement aussi, on a découvert d'autres personnes, d'autres familles, d'autres copains. Et en fait, ça a été un petit peu un effet comme ça, boule de neige, qui a été une ouverture d'esprit à la fois pour les gens localement ici. Ça, c'est formidable. Ils sont bien accueillis au niveau local, les jeunes qui arrivent. Très bien. Incroyable. Incroyable. Et ils nous amusent parfois. Ils sont des ados, alors quelquefois on pique un peu des rognes parce qu'ils se lèvent pas, parce qu'ils ratent leur bus, parce que bon. Mais en fait, on a beaucoup les autres ados. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et on a pratiquement tous des ados. Alors on replonge un petit peu dans notre histoire de famille. Alors il y a cette richesse culturelle aussi, parce qu'ils arrivent avec. Alors on peut imaginer leur lot de drames, traverser la Méditerranée ou la mer pour venir jusqu'à nous et toutes les autres épreuves qu'ils ont pu subir. Mais ils arrivent aussi avec une culture, c'est aussi un enrichissement finalement. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est formidable. Ah oui, moi je suis en extase, vraiment. Moi, j'apprends beaucoup. En tout cas, je parle en mon nom, mais je pense que c'est pour tout le monde. Mais oui, parce qu'on a une image des gens qui ne sont pas vraiment civilisés. C'est peut-être un petit peu fort ce que je dis, mais il y a une peur aussi. Et puis une peur d'une autre façon de vivre. En fait, ce sont des gens qui ont évidemment toute une culture et des normes, des repères éducatifs. Moi, je pense que je n'ai jamais eu à dire à un jeune d'être
de faire des remarques au niveau de la propreté ou quoi que ce soit. On leur demande de nous aider. Ils ont tous fait la vaisselle. Il y a un bébé qui naît dans la famille. Ils en ont toujours vu dans leur famille aussi. Ils savent les prendre dans leurs bras, ils s'en occuper. Enfin, et voilà, ça se fait spontanément. Ils sont intégrés à notre vie. Ils sont reconnaissants. Ils sont respectueux de ce qu'on fait pour eux. Et ça nous apporte vraiment beaucoup à nous aussi. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte politique, sanitaire particulier. Également le contexte du terrorisme. Et souvent, ces jeunes sont pointés du doigt. On dit voilà, il y a beaucoup de jeunes migrants qui arrivent. Là encore, on ne va pas faire de politique. Mais voilà, ils apportent une forme de peur. Pourquoi il y a ces barrières-là? Pourquoi il y a ces peurs, selon vous? C'est parce que vaste question. Hein. C'est parce qu'il y a une méconnaissance. Hein. C'est une peur de l'inconnu. Voilà, c'est une peur de l'inconnu. À partir du moment, justement, plus on accueillera ces jeunes-là ou ces familles étrangères-là, moins il y aura de peur. C'est tellement évident. Alors, oui, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais simplement dire que toutes les familles qu'on a un petit peu travaillé pour finir par accueillir également, le jour où ils ont franchi le cap et ils reviennent en nous disant mais qu'est-ce que c'est formidable, qu'est-ce qu'on est heureux. Enfin, je pense à un copain récemment là qui a 3 enfants, c'était les enfants qui poussaient les ados. Nous, on aimerait que... Et puis les parents traînaient un peu la patte et finalement, ils sont enchantés, vraiment. Alors, ce livre, on va y revenir à ce livre. Alors, je rappelle le titre, D'une rive à l'autre. Alors, c'est très symbolique, D'une rive à l'autre, paroles de jeunes migrants et de leurs accueillants. Ce livre donc, qui paraît aux éditions Les Archives Normandes le 19 décembre. Est-ce que c'était nécessaire de recueillir la parole? Est-ce que c'était important? Je pense qu'au départ, on ne savait pas trop. Mais franchement, maintenant que c'est fait, c'est vraiment un très très beau projet. Et en tout cas, pour tous ceux qui vivent cette aventure-là, je pense que ça leur plaira de lire ça et ils s'y retrouveront. Eux qui n'ont pas écrit, ils vont retrouver plein de choses qui les ont traversées et tout ça. Et pour ceux qui n'accueillent pas, peut-être que ça va leur donner envie d'accueillir. En tout cas, je le souhaite. Et ou en tout cas de changer peut-être leur regard. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, Marie-Josée Noailles? Oui, je voulais dire que pour ce livre, on a eu le bonheur d'avoir une préface faite par une écrivaine, Mariam Majidi, une Iranienne, qui vit en France et qui elle-même dispense des cours d'ailleurs de français pour les mineurs migrants en région parisienne, je crois. Et je voudrais me permettre de lire un tout petit peu parce que je trouve que ça résumait bien c'était l'état d'esprit de ce livre. Lorsque j'accueille une personne chez moi, j'accueille aussi cette belle part de moi-même. L'autre m'aide et m'élève à cette réalisation de moi-même, courageuse, digne et solidaire. Il frappe à la porte de ma maison comme il frappe à la porte de mon humanité. Je trouve ça très beau. Tout est dit finalement. Tout est dit. Justement, le regard de l'autre, de celui qui n'aime pas les migrants, il faut bien dire. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas envie que les migrants entrent en France. Est-ce que vous pensez que ça peut, un ouvrage tel que celui-ci, changer le regard, là encore, apporter cette humanité dont vous parliez? On aimerait. Oui, on aimerait. Bon, il y a d'autres livres qui sont parus, qui racontent des belles choses comme ça. Il y a des reportages magnifiques, tout ça. Je sais qu'en France, dans tous les départements, il y a des gens qui se mobilisent, etc. Eh ben, voilà. On en fait partie. On est une petite partie
de cette solidarité-là, c'est bien. Le temps passe très vite. Hein. J'aurais juste voulu vous entendre sur la crise du Covid. Comment ça a été, comment vous avez passé le cap? Alors on y est encore en crise, hein, oui. On ne sait pas pour combien de temps, hélas. Mais pendant le confinement là, du printemps, tout s'est très bien passé, j'ai envie de dire. Parce que d'abord, tous nos jeunes donc, sont scolarisés. Hein. Donc, ils étaient dans les familles qui les ont aidés donc, à suivre les cours par Internet et tout ça, là. Ils ont travaillé énormément, ils ont accepté le confinement. Ils ont été très courageux. Les familles ont été extraordinaires. Voilà, en résumé. Et au mois de juin, tous ceux qui ont passé un diplôme l'ont eu. Donc, bien sûr, il y a eu cette idée que tout le monde avait le diplôme cette année, mais quand même, ils avaient des mentions, ils avaient des appréciations incroyables de travail consciencieux. Et pour nous, là, enfin, moi, je suis très, très fière. Voilà. C'est aussi une façon de bâtir la société de demain avec ces jeunes qui nous sont arrivés. Oui, parce qu'ils sont venus ici avec un rêve. Maintenant, ils sont dans la réalité, mais ils ne baissent pas les bras, ils s'investissent, ils pensent à leur avenir et ils s'investissent beaucoup dans les études, leur formation professionnelle. Il faut quand même imaginer qu'une bonne partie de ces jeunes n'a jamais mis les pieds dans une école. Ils découvrent l'école ici en arrivant, donc il faut apprendre parfois le français, il faut apprendre à écrire. Et, enfin, ils y mettent une ardeur extraordinaire. Ils nous épatent. Hein. Et ils arrivent d'où, ces jeunes, en majorité? Donc, il y a le Bangladesh, le Pakistan, et puis l'Afrique, donc Cameroun, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, ouais, essentiellement. Eh bien, je vais devoir vous quitter l'une et l'autre parce que je le disais tout à l'heure, le temps passe. Je vais rappeler Marie-Josée Noailles et Françoise Valli le titre de ce livre donc qui est édité par les Archives Dormantes avec la CAJMA ou le CAJMA, hein, donc l'association CAJMA 22, d'une rive à l'autre, paroles de jeunes migrants et de leurs accueillants, livre collectif écrit par 60 jeunes et les bénévoles de l'association. Très bel ouvrage, je le conseille chaudement à nos auditeurs, et puis beau cadeau aussi à faire pour les fêtes de Noël, même si elles sont un peu particulières cette année. Merci infiniment Marie-Josée Noailles, donc bénévole à l'association CAJMA 22, Françoise Valli, coprésidente, hein, on avait une coprésidente ce matin au micro de l'association CAJMA 22. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin en direct dans les studios de Bretagne 5 et très belle journée. Merci de nous avoir reçus. Hein. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.